mettre la vidéo de Laurent Nunez qui était invité chez Apolline de Malherbe. On va le mettre. Violence chez les jeunes, immigration et les filles. L'interview de Laurent Nunez. Laurent Nunez. Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Laurent Nunez. Bonjour. Vous êtes le ministre de l'Intérieur. Merci d'avoir répondu à mon invitation ce matin. De très nombreuses questions à vous poser, notamment aussi après les déclarations du Premier ministre sur l'aide médicale d'État, sur l'accueil des étrangers, la question aussi des liens avec l'Algérie. Mais je voudrais commencer par ce que votre collègue ministre de l'Éducation appelle l'explosion de l'hyperviolence chez les jeunes. Il parle même d'une banalisation de la violence et il donne ce chiffre, 525 élèves entre mars et décembre ont été interceptés avec un couteau, il l'a dit chez nos confrères d'RTL. Est-ce que vous utiliseriez la même expression d'explosion de l'hyperviolence chez les jeunes? Oui, j'utiliserai exactement la même expression. Par contre, il faut clarifier les choses. La part des mineurs dans la délinquance depuis 2016 ne cesse de baisser. C'est-à-dire, si on prend le total des mis en cause, quels que soient les items de la délinquance, le pourcentage de mineurs baisse. Ce qui interpelle, c'est que d'abord, malgré cette baisse, il reste très présent dans les violences physiques hors contexte familial. On a encore une personne mise en cause sur 5 est un mineur. Sur les cambriolages, ça peut aller, c'est également 1 sur 5. Et surtout, sur les vols violents, c'est encore 1 sur 3. Donc c'est beaucoup, même si ça baisse. Ça veut dire qu'ils sont moins nombreux à être violents, mais quand ils sont violents, ils sont plus violents qu'avant. Voilà. Que la délinquance des mineurs, statistiquement, on ne constate pas une augmentation. Au contraire, le pourcentage dans les mis en cause baisse. En revanche, et c'est là évidemment où je rejoins totalement mon collègue Édouard Geffray, le ministre de l'Éducation nationale, ce qu'on constate, c'est que la violence s'invite dans les relations pour des motifs extrêmement futiles. On a de plus en plus d'usage d'armes blanches. Et oui, on peut parler d'une montée de la violence chez les jeunes. C'est un véritable fait de société. Mais voilà, en termes de délinquance, statistique Alors, délinquance, une fois qu'on a posé les chiffres, il y a ça les me paraît chiffres, important de le redire. Il y a les chiffres, et vous l'avez dit, donc il y a moins de mineurs mis en cause, mais ceux qui sont mis en cause sont extrêmement violents. Moi, j'ai aussi ce chiffre sous les yeux. Le nombre d'adolescents poursuivis pour assassinat, meurtre, coup mortel, violence aggravée a quasiment doublé depuis 2017. Donc pour ces faits d'ultra-violence, il y a des mineurs. Et puis, effectivement, vous le disiez, la violence entre mineurs, avec cette hyper-violence dont il parle. Est-ce que vous utiliseriez aussi le mot d'ensauvagement? Non, moi, j'utilise pas le mot d'ensauvagement. Voilà, il y a une montée de la violence. Il y a une montée de la violence des jeunes. Il y a une action répressive qui est menée. Vous savez, les 525 armes qui ont été saisies, armes blanches qui ont été saisies depuis mars dernier, c'est dans le cadre de contrôles qu'on organise avec les responsables des autorités de l'éducation nationale, les responsables de chaque établissement, policiers, gendarmes, aux abords des établissements scolaires, à l'entrée ou à une périphérie un peu plus éloignée. Et donc, on a densifié les contrôles. Voilà, on mène une action qui est aussi une action répressive. 1500 contrôles par mois sur tout le territoire. Vous restez sur ce chiffre-là? Oui, on reste sur ce contrôle. Alors, ce sont des contrôles qui ont lieu soit à l'entrée des établissements scolaires, soit diligentés par les forces de sécurité intérieure à proximité immédiate. Ça a été lancé de manière soutenue depuis mars dernier, donc il y a bientôt 1 an, et on continue évidemment ces contrôles. Mais maintenant, on fait quoi? Non mais attendez, maintenant on fait quoi? Vous savez, moi je suis le ministre de l'Intérieur en charge et responsable des policiers et des gendarmes. Nous on mène une action répressive. Vous savez, dans l'action que mène l'ensemble des effectifs du ministère de l'Intérieur, les forces de sécurité intérieure, nous on ne connaît pas l'excuse de minorité. Donc on interpelle des délinquants, on ne connaît pas l'excuse de minorité. Mais vous voyez bien que les policiers et les gendarmes ne peuvent pas tout. Et d'ailleurs je crois que le ministre de l'Éducation nationale l'a dit, il y a besoin aussi dans ce pays d'un choc d'autorité à tous les niveaux. Au niveau évidemment des parents, des associations, des collectivités locales pour la prévention de la délinquance. Voilà, il faut que tout le monde prenne à bras le corps ce problème. Vous êtes en train de me parler de tout sauf de la justice. C'est-à-dire, vous me dites qu'il faut un choc d'autorité dans l'éducation, chez les parents. Mais à la fin des fins, est-ce qu'ils sont jugés comme il devrait l'être? Je vous donne 2 exemples sur les derniers jours. Il y a eu donc cette jeune fille dans le Rhône qui a été prise dans un traquenard et torturée par d'autres jeunes mineurs. Il y a eu cette jeune fille à la sortie de son collège à Saint-Genis-Laval. Il y a eu Théo à Lyon. Théo, parmi ses agresseurs, il y aurait, mais vous allez me confirmer si c'est le cas, un jeune de 14 ans. 14 ans est déjà connu pour 25 faits, dont des faits de torture.
C'est juste? Moi, je n'ai pas à me prononcer sur des décisions judiciaires. Ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, dans le choc d'autorité, il y a aussi la justice. Je ne l'ai pas cité, mais il y a aussi la justice. Quand on est Il connu faut qu'à pour tous les 25 étages, faits il faut et qu'on qu'à a tous les 14 étages, ans, il faut ça qu'à veut tous bien les dire qu'on a étages, un sentiment il faut qu'à tous les d'impunité. étages, on rappelle l'autorité. Voilà, à tous les étages, évidemment, y compris au niveau des décisions de justice qui sont prises. Mais encore une fois, je le redis, les magistrats ne font appliquer les lois telles qu'elles sont faites. Est-ce que l'excuse de minorité, au fond, est devenue un argument pour parfois même utiliser, manipuler un certain nombre de jeunes, quand on voit par exemple à Grenoble l'enlèvement de cette femme magistrate et de sa mère sur fond de crypto-monnaie, puisque l'époux de la magistrate travaille dans les crypto-monnaies et qu'il lui a été demandé effectivement une rançon. Les ravisseurs, dont une fille d'ailleurs, ont moins de 20 ans et il y a au moins un mineur. Est-ce que le fait qu'il y ait cette excuse de minorité dans la justice fait que parfois on irait, quand on est ravisseur, chercher des mineurs pour leur faire commettre les basses œuvres? Alors, Est-ce qu'au fond ça ne s'est pas retourné contre les mineurs eux-mêmes qui sont désormais manipulés parce qu'on sait qu'eux ils prendront moins que les autres? Alors d'abord, dans ce type d'affaires qui relèvent de la criminalité organisée, on enlève des personnes qui sont des entrepreneurs de crypto-monnaies ou qui en détiennent, on enlève leurs proches pour faire pression sur eux, obtenir une rançon. Dans ce type d'affaires, c'est de la criminalité organisée. Je pourrais vous dire la même chose pour le trafic de stupéfiants. Oui, il y a des commanditaires qui généralement ne sont pas forcément sur le territoire national. Qui utilisent effectivement des délinquants, des voyous locaux, des petites mains, on va dire, même s'ils ont des profils très sérieux en termes de condamnation judiciaire, ils sont connus des services de police. Et oui, très jeunes en général, et vous avez raison, il peut y avoir effectivement des mineurs. Évidemment que le fait d'envoyer des mineurs les expose moins en termes de sanctions pénales, évidemment. Et c'est évidemment pour ça que l'excuse de minorité pose question, interpelle. En tout cas, je vous le redis, pour les policiers et les gendarmes, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'excuse de minorité. La personne vous dites qu'il y a au moins un mineur, je ne confirmerai pas cette information parce qu'elle relève de la procédure judiciaire, à supposer que ce soit le cas, vous savez, elle a été interpellée de la même façon. Mais elle ne sera pas jugée de la même façon. Vous savez, à 17 ans, quand vous enlevez, une magistrate et sa mère pour obtenir une rançon, je pense que oui quand même. Franchement, je pense que oui. Mais quand vous dites l'excuse de minorité interroge, est-ce que vous estimez malgré tout qu'il faut ouvrir cette question et se poser la question de l'excuse de minorité? Bien sûr. Ça veut dire aussi envisager de la supprimer. Mais bien sûr qu'il faut envisager. Moi, je vous parle à titre personnel, je ne vais pas parler à la place du garde des Sceaux. Quand vous voyez le nombre de mineurs qui sont impliqués dans des faits graves, le nombre de mineurs impliqués par exemple dans les homejacking, qui sont les séquestrations à domicile pour dérober des biens, quand vous voyez les mineurs qui sont impliqués dans le narcotrafic, quand vous voyez les affrontements qu'il y a entre jeunes où on utilise des armes blanches et qui baissent encore, Apolline de Malherbe, qui baissent cette année par rapport à l'année dernière, le volume d'affrontements entre jeunes n'empêche que l'intensité de la violence dans ces affrontements monte. Évidemment qu'il faut se poser la question, évidemment. On y reviendra également. Cette interview du Premier ministre Sébastien Lecornu à la presse quotidienne régionale. Il y a 2 points qui vous concernent. La question de l'AME et la question de la renégociation éventuelle des accords d'Algérie. Sur l'AME, l'aide médicale d'État, c'est donc cette aide médicale qui est réservée aux clandestins en France. Il dit que certes, il va y avoir davantage de contrôle sur les bénéficiaires. Il a d'ailleurs publié un décret qui demande, par exemple, et on découvre que ça n'était pas le cas donc jusqu'à présent, une pièce d'identité avec photo pour bénéficier de l'AME. Avant, on pouvait bénéficier de l'AME sans pièce d'identité avec photo. Mais il dit on ne va pas toucher au panier de soins. Est-ce qu'aujourd'hui, le panier de soins pour les titres de séjour pour soins, qui font partie aussi des titres de séjour pour entrer en France, vous paraît OK? Est-ce que vous vous dites qu'il n'y a rien à changer, comme lui? D'abord, le Premier ministre, il ne dit pas qu'il n'y a rien à changer. Il dit on ne changera pas le panier de soins. Il ne dit pas qu'il n'y a rien à changer. Il dit qu'il y a eu un rapport, qui était le rapport Evin-Stefanini, sur l'aide médicale d'État, qui bénéficie, je le redis pour vos téléspectateurs auditeurs, aux étrangers en situation irrégulière, qui est une aide médicale sanitaire d'urgence. Il s'agit d'éviter qu'on ait des épidémies quand même. Donc elle a un motif. En fait, c'est pas d'urgence. Enfin, vous dites d'urgence, mais justement, attention, c'est tout le problème. Oui. Pardon, mais précisément, certains voudraient que ça ne soit réservé qu'aux actes d'urgence. Oui, certains voudraient cela, mais ça n'est pas le cas. C'est l'aide médicale d'État qui vise à éviter qu'on ait des épidémies, des maladies qui se propagent. Et donc, ce que dit le Premier ministre, c'est qu'il n'est pas question de la remettre en cause. En revanche, il faut en revoir les modalités de fonctionnement. Il a publié effectivement des décrets qui reviennent. J'ai vérifié, ils ont été publiés dans la nuit de dimanche à lundi. 2 décrets qui mettent en place une partie des propositions du rapport Evin-Stefanini, dont celle effectivement d'accompagner les pièces justificatives produites de photos, et par ailleurs celle qui permettra aux postes consulaires qui délivrent des visas
partout dans le monde, de pouvoir avoir accès aux bases de données des bénéficiaires de l'AME pour éviter qu'il y ait des fraudes et des personnes qui ne viennent sur le territoire national que pour se faire soigner. Donc ça, c'est sur l'accès à Et l'AME. sur le panier des soins, sur le reste, le Premier ministre n'a rien exclu. Il a dit qu'il fallait y réfléchir, et évidemment, nous y Mais il réfléchirons. dit pour l'instant, les choses ne sont pas prêtes. Je voulais vous poser une question. Exactement. Il y a notamment les troubles psychiatriques qui sont aujourd'hui un motif d'obtention de titres de séjour pour soins. Quand on voit l'état de la psychiatrie en France, les manques cruels de la psychiatrie en France, est-ce que vraiment le fait de pouvoir prétendre entrer sur le territoire parce que précisément on a un trouble psychiatrique, ça ne vous pose pas question? Alors d'abord, le titre pour soins, il y a très peu de titres, hein, je n'ai plus le chiffre en tête, mais d'abord ça s'effondre. 35 000 à peu près cette année. Ça s'effondre, hein, le chiffre ne cesse de baisser. Le chiffre ne cesse de baisser. Et donc voilà, premièrement. Deuxièmement, la plupart des gens qui sollicitent ce titre pour soins sont déjà sur le territoire national et ont déjà un titre de séjour à un autre titre. Donc il faut relativiser tout ça. Je crois que c'est 15% de l'ensemble des demandes de personnes qui sont à l'étranger. Je dis pas du tout que ça explose, je pose juste la question pour le principe. Est-ce que vous considérez qu'un trouble psychiatrique doit être un argument pour obtenir un titre de séjour? Il faut que ce soit des traitements, il faut que ce soit des maladies qui soient graves et que dans le pays dont est originaire la personne, on n'ait pas un traitement approprié qui permette de soigner cette maladie. Mais ça veut dire qu'on accueille ici, ou alors qu'on garde ici des gens qui ont des troubles psychiatriques pour lesquels on a peu de moyens de lutter. Ça doit concerner un nombre limité de personnes. Vous savez, la plupart des titres pour soins sont pour des maladies graves, sont pour des cancers, voilà. Et encore une fois, 16% des personnes sont à l'étranger. Donc voilà, il faut relativiser tout ça. Et l'attribution de ce titre n'a cessé de baisser au fil des années. Laurent Nunez, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, qui dit qu'il estime qu'il faudrait faire une pause dans l'immigration? Le propos qu'a tenu Gérald Darmanin, c'est un propos qui était un propos personnel qui s'inscrit dans une perspective plus longue. Je pense que ça vous a pas échappé, Apolline de Malherbe. Probablement dans une perspective même de présidentielle ou d'élection. Je m'en tiens, voilà, mais je respecte tout à fait cette proposition, mais elle s'inscrit dans une perspective plus longue. Moi, je m'en tiens à l'interview qu'a donnée le Premier ministre hier. Est-ce que vous considérez que c'est une question qui peut se poser, de faire une pause, le temps, dit-il, effectivement, de tout remettre à plat? C'est une question qui peut se poser, mais je vais vous répondre. Je vais vous dire précisément ce que j'en pense. Ce que j'en pense, c'est ce qu'a dit le Premier ministre, parce qu'on y travaille, c'est d'avoir une meilleure régulation des visas, d'avoir une immigration qui soit mieux contrôlée, mieux pilotée, mieux choisie, d'avoir une meilleure régulation des visas, notamment des visas long séjour qui sont demandés à l'étranger, pour pouvoir orienter vers des activités sur lesquelles nous avons des besoins, et puis surtout utiliser les visas aussi comme arme de rétorsion pour ceux des pays qui n'acceptent pas de reprendre leurs étrangers. Lorsque dans cette interview, le Premier ministre parle d'une renégociation de l'accord de 1968, il dit « Celui-ci ne correspond clairement plus à nos intérêts et il y a urgence à aboutir ». Est-ce que vous irez en Algérie, comme vous aviez d'ailleurs à ce micro dit que vous iriez? Alors il y a plusieurs choses dans votre question. Il y a deux choses. La première, c'est l'accord franco-algérien. Bon, effectivement, l'accord de 1968, je crois que le président de la République a annoncé, et le président Tebboune à un moment l'avait accepté, qu'il puisse y avoir une renégociation. Cette renégociation, on va y travailler. Pourquoi? C'est un accord de droit au séjour. C'est ce qui régule le séjour des Algériens sur le territoire national. Il n'applique pas le droit commun, on n'applique pas le code du séjour. Et il y a un certain nombre on va dire d'avantages, de facilités qui sont accordées, notamment pour l'immigration familiale, et il y en a un peu moins pour l'immigration économique. Or, on veut rééquilibrer l'immigration économique dans notre pays, avoir un peu plus d'immigration économique, un peu moins d'immigration familiale. Donc il y aura une discussion sur ce sujet. Après, il y a le deuxième sujet, qui est mon déplacement en Algérie, pour aller parler de questions de sécurité, notamment, la question des réadmissions, la question de la lutte contre le terrorisme, contre le narcotrafic. Et j'ai été invité par mon homologue, le ministre de l'Intérieur algérien, et nous préparons cette visite. Donc cette visite est dans les tuyaux? Elle est dans le tuyau, elle est en cours de préparation. Sur le fond... J'ai toujours une invitation en cours de mon homologue. Mais est-ce qu'à un moment vous y répondrez? C'est ça que je veux dire. Bien sûr, j'y répondrai. Voilà, on travaille aux conditions de cette visite. Et puis surtout, je me félicite de ce que les échanges sécuritaires ont repris entre les deux pays. Les échanges sécuritaires ont repris. Est-ce qu'ils reprennent aussi des OQTF? Pas pour l'instant. Toujours pas? Pas pour l'instant. Toujours pas, ça bloque? Pas pour l'instant, il y a un certain nombre de départs volontaires, mais pas pour l'instant. Et donc il reste pour l'instant dans les... Mais on y arrivera. Mais en attendant, ils sont où?
Enfin, ceux qui doivent partir et qui sont encore là. Il y en a beaucoup dans les centres de rétention administrative et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une évolution de la situation. Vous avez vu la déclaration? On a 40% de ressortissants algériens dans les centres de rétention administrative actuellement. Est-ce que vous avez vu la déclaration de la première ministre du Danemark? Elle annonce que le Danemark va désormais expulser tous les étrangers condamnés à des peines d'1 an de prison et plus. Voilà ces mots. Les étrangers délinquants condamnés à au moins 1 an de prison ferme pour des crimes graves tels que violence aggravée ou viol doivent être désormais expulsés. Ça rentrera en vigueur le 1er mai. Et elle invite, tout comme le Royaume-Uni, les Européens à changer leurs règles pour pouvoir désormais expulser plus facilement les étrangers. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'en pense que c'est déjà ce qu'on fait. C'est déjà ce qu'on fait. On a déjà des possibilités d'expulsion ministérielle, préfectorale pour des troubles à l'ordre public. On a la loi de 2024 qui permet de retirer des titres, de ne pas renouveler des titres lorsqu'il y a des troubles à l'ordre public. Voilà, c'est déjà ce qu'on fait. Et ça marche? L'année dernière, on a refusé d'accorder. On a retiré, on n'a pas renouvelé des titres au titre de troubles à l'ordre public, ce qui n'était pas possible avant la loi de 2024 pour des faits un peu moins graves, on va dire. On a procédé à plusieurs milliers de retraits de titres. Et puis, il y a des arrêtés d'expulsion, effectivement, qui sont mis en œuvre. On a plus d'1 millier de personnes qui ont été expulsées l'année dernière du seul fait des troubles à l'ordre public. Sur combien qui devaient l'être? Sur combien qui devaient l'être? Il y en a 1000 qui ont été expulsés. Il y en a combien que vous auriez voulu expulser dans l'absolu? Non, mais la question, c'est est-ce qu'on expulse tous les auteurs de troubles à l'ordre public? C'est très important. Non, voilà. ma question, c'est la proportion par rapport à ce que vous souhaiteriez faire. Quand vous dites que les OQTF, par exemple, de nationalité algérienne, ne peuvent pas partir. On prend un arrêté d'expulsion. Le Danemark a les mêmes problèmes que nous. Il faut qu'ils obtiennent des laissez-passer. Il faut que Bien sûr. On a pris des arrêtés d'expulsion qu'on ne pouvait pas prendre avant grâce à la loi de 2024 qui a abaissé le seuil de tolérance, entre guillemets, des troubles à l'ordre public. Donc, c'est quand même plutôt une bonne chose. Et on expulse effectivement des personnes. On a eu 25 000 personnes qui sont reparties. 25 000 personnes qui sont... Non, je dis pas que les choses vont mieux. Je dis que on est parmi les pays d'Europe qui expulsons, reconduisons le plus, à égalité avec l'Allemagne. On se fait une course avec l'Allemagne, mais on est au top niveau. Laurent Nunez. Et donc, ce que je vous dis, c'est attention, quand vous parlez des mesures, le Danemark a les mêmes difficultés que nous. Il faut obtenir des laissez-passer, il faut reconduire des personnes. Mais nous avons un arsenal juridique qui nous permet d'expulser les personnes qui causent des troubles à l'ordre public. Jean-Luc Mélenchon a réagi au fait que la France insoumise soit désormais classée à l'extrême gauche, pardon. Nunez innove et trouble l'ordre public électoral. Il vous accuse personnellement en changeant les étiquettes des partis politiques. Alors qu'en 2020 et 2023, LFI était classé à gauche, le ministre décide à la Trump de nous classer à l'extrême gauche. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est faux. Enfin, d'abord, il parle d'étiquette. D'abord, je vais peut-être réexpliquer les choses. C'est la circulaire sur le nuançage qu'adresse le ministre de l'Intérieur à tous les préfets. Le nuançage, c'est une façon de rendre les résultats électoraux plus lisibles. Chaque élection. Plus lisibles pour nos concitoyens, pour les médias. Et à chaque élection, on réexamine ce nuançage. Il évolue en permanence. Et on tient compte. Alors d'abord, ça ne concerne pas les étiquettes. L'étiquette LFI, elle reste. Les candidats peuvent se revendiquer, heureusement, librement de l'étiquette LFI. Il peut y avoir des listes LFI. Il y a 3 types de nuances. Vous savez, le nuançage individuel, pour les personnes qui appartiennent à une liste. Vous avez le nuançage de liste. Ça, on ne change pas. Vous avez toujours la nuance. Vous avez la question du parti. Non, mais il dit non, de vous que vous décidez à la Trump. Non, mais attendez, je termine. Vous avez le nuançage individuel. Vous savez, le nuançage de liste, il y a toujours, dans le nuançage, regardez la circulaire, il y a toujours la LFI. Ce qui change, c'est qu'on regroupe les résultats en 6 blocs. Il y a 6 blocs. Vous avez un bloc extrême gauche, un bloc de gauche, un bloc d'hiver, un bloc centre, un bloc de droite, un bloc extrême droite. Okay. Il y a 6 blocs. Et on a fait passer la France insoumise du bloc de gauche au bloc extrême gauche, à partir d'une analyse qui a été faite, qui repose, on travaille mais ça, il le sait, Jean-Luc Mélenchon. Il dit pourtant de vous que vous décidez à la Trump et que vous avez décidé de troubler l'ordre public électoral. Non, je ne décide pas à la Trump. On prend un faisceau d'indices, et parmi ce faisceau d'indices, on a reconnu 3 éléments. Depuis l'été dernier, personne ne peut nier que la France insoumise... Mais il met en doute même la qualité des élections, puisqu'il dit, peut-on encore avoir confiance dans les élections si quelqu'un truque les étiquettes politiques? On ne truque pas les étiquettes politiques. C'est une question de recensement des résultats. On a, encore une fois, je vous redis, les 3 critères qui ont fait qu'on a classé la France insoumise à l'extrême gauche. Et j'assume totalement ce choix. Le premier, c'est qu'il y a quand même, depuis l'été dernier, chez la France insoumise, une remise en cause très forte de l'autorité judiciaire, de l'autorité... parfois des médias qui sont accusés de parti pris, et puis il y a ces accusations systématiques de la police tue, etc. Vous voyez bien que depuis l'été dernier, il y a une évolution vers une forme de radicalité, parfois des appels à la désobéissance civile. Bon, le deuxième point qu'on a pris en compte, c'est il y a quand même
peut-être une forme de désalliance aussi au sein du bloc de gauche, avec la France insoumise qui appelle à sanctionner notamment le Parti socialiste, qui monte des listes contre la gauche traditionnelle. Et puis troisième argument qu'on a pris en compte, mais on peut considérer que la France insoumise s'éloigne un peu de nos valeurs universalistes républicaines, en donnant la primauté aux aspects communautaires de l'organisation de la société, aux aspects identitaires. Et donc c'est à ce titre-là qu'on l'a classé à l'extrême gauche. Et que vous assumez. Merci Laurent Nunez d'avoir répondu à nos questions ce matin. Vous êtes ministre de l'Intérieur. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok, Instagram et Kik. Mettez la cloche pour ne rien rater. Et moi je vous dis à plus tard. À plus tard.